Ce pourrait être une vision de notre futur. Le moment historique où nous enverrons une sonde se poser sur une autre Terre à des années-lumière de notre Soleil. Sa mission, rechercher une forme de vie au-delà de notre système solaire. Il n'y aura ni témoins, ni foule enthousiaste acclamant l'exploit dans une salle de contrôle. Il faudra plus d'une décennie pour que la nouvelle nous parvienne enfin à travers l'obscurité de l'univers. Les scientifiques posent aujourd'hui les premiers jalons, afin que ce rêve d'un voyage interstellaire devienne un jour réalité. Lorsque je regarde le ciel, je ne vois non pas des étoiles, mais des systèmes planétaires. Il reste à savoir si les planètes propices à l'eau liquide et à la vie sont courantes ou au contraire très rares. Ces pionniers se sont lancés à la recherche de planètes extrasolaires pour répondre à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? On se pose tous la question dès que l'on prend conscience du monde qui nous entoure. C'est la première génération dans l'histoire de l'humanité qui possède la compétence technologique pour répondre à cette grande question. Cette génération de chercheurs a imaginé pour nous ce que pourrait être une planète extrasolaire habitable. Ils ont élaboré avec nous l'architecture et le fonctionnement de notre vaisseau interstellaire. Ils ont cherché comment la vie pourrait s'épanouir sur cette hypothétique seconde Terre. Et se sont interrogés sur les enjeux et conséquences d'une telle découverte pour l'humanité. Ils ont écrit avec nous l'épopée scientifique et visionnaire que nous allons vous raconter. Le 6 octobre 1995, l'humanité se réveillait sous un nouveau jour. Celui d'une découverte qui allait changer notre vision de l'univers. La première exoplanète, une planète géante, gazeuse, orbitant autour d'une autre étoile que notre Soleil, avait été identifiée. Après cette découverte cruciale, le nombre de planètes orbitant autour d'autres étoiles, c'est-à-dire les exoplanètes, a augmenté très vite. Il est maintenant évident que la plupart des étoiles ont des planètes qui gravitent autour d'elles. Je pense que c'est une avancée formidable qui rend le ciel bien plus intéressant à observer. Notre galaxie compte près de 250 milliards d'étoiles. Mais combien de planètes orbitent autour d'elle? De récentes découvertes permettent aujourd'hui aux scientifiques d'envisager 80 milliards de mondes potentiellement habitables. Partons de l'idée que d'ici un siècle, nos télescopes auront détecté dans l'atmosphère de l'un de ces mondes les preuves de la présence d'une activité biologique. Et imaginons que les hommes baptisent cette nouvelle planète Minerva B. Poussés par leur désir de comprendre ces formes de vie inconnues, les nations s'entendraient pour organiser un voyage interstellaire vers cette cousine de la Terre. Ce sera la mission d'exploration la plus incroyable jamais entreprise par l'humanité. Une mission aux multiples obstacles et défis technologiques. Le vaisseau, d'environ 200 000 tonnes, fera plus d'1 kilomètre de long. Il acheminera des modules scientifiques et des rovers vers Minerva B. Cette exoplanète, pleine de promesses, est située à une distance de 4,5 années-lumière de la Terre.
C'est une fois arrivé dans son système que le vaisseau amorcera la phase la plus critique de la mission. Les modules d'exploration devront se poser sans dommage et partir à la recherche des premières formes de vie extraterrestre. Une aventure exaltante. Pourtant, aucun être humain ne sera à bord du vaisseau pour la vivre en direct. Toute la mission reposera sur les performances d'une intelligence artificielle totalement autonome. Phase de freinage gravitationnel autour de l'étoile Minerva. Mise en orbite, planète Minerva B. Alignement pour l'éjection de l'orbiteur. La phase d'approche finale vers Minerva B sera bien différente des missions que nous avons déjà effectuées, notamment sur Mars. Le professeur Steve Squire nous permet d'envisager ce que pourrait être la procédure d'atterrissage sur cette nouvelle Terra Incognita. Steve Squire fut le responsable scientifique du rover Opportunity qui s'est posé sur la planète rouge en 2004. Mais poser un engin d'exploration sur Minerva B sera une expérience totalement inédite pour ce chercheur. Une expérience à l'aveugle, puisqu'il n'y aura aucun centre de contrôle pour coordonner la manœuvre depuis la Terre. Il n'y aura pas d'interaction possible avec la Terre. C'est ça qui est vraiment intéressant. Dans notre mode opératoire habituel sur d'autres planètes, même s'il faut 10 minutes ou 1 heure pour que le signal radio nous parvienne, on a des équipes au sol qui prennent des décisions. Stabilisation. Il faudra doter le vaisseau d'une intelligence artificielle particulièrement poussée. Scanning de surface engagé. Elle devra être capable de décider du meilleur endroit pour atterrir. Identification zone d'atterrissage. Pour un atterrissage sûr, on cherche un endroit lisse, plat, pas passionnant. Les endroits les plus intéressants sont rocheux, accidentés, compliqués. Il y a donc toujours cette interaction entre scientifiques et ingénieurs, entre les pragmatiques et ceux qui repoussent les limites de la connaissance. Éjection rover dans 15 secondes. Il faut un véhicule capable d'atteindre la surface, construit en intégrant de très nombreuses innovations technologiques et doté d'une énorme adaptabilité au terrain. Éjection, lander 1. Angle d'entrée dans l'atmosphère incorrect. Destruction du module. Mission lander 1 terminée. L'atterrissage est très compliqué, car la surface n'a pas été préparée pour vous. L'atmosphère peut ne pas être adéquate pour des parachutes, ou vous les utilisez, ils ne fonctionnent pas. Se poser sur Mars n'est vraiment pas facile. Se poser sur n'importe quelle planète est très compliqué, surtout si vous n'avez pas fait de reconnaissance. Éjection des modules GPS pour mission, lander 2.
Le vaisseau choisit un emplacement, il mesure la densité de l'atmosphère et il en déduit le système nécessaire pour atterrir. Pression atmosphérique 2 fois supérieure à la Terre. Il faudra fabriquer certaines pièces directement sur place. Impression 3D des hélices pour portance suffisante. Il faudra combiner les technologies d'intelligence artificielle et des procédés d'impression 3D. Et à ce moment-là, vous serez prêt à descendre. Éjection lander 2. Ouverture parachute. Rétrofusée. Impact. Déploiement des Spider-Bots pour exploration de surface. L'exploration d'une exoplanète potentiellement habitable est donc une première fois. Un monde inconnu qui présentera toutes sortes de terrains. Des obstacles liquides, gazeux ou solides à surmonter, des montagnes à escalader. Les exoplanètes représentent un véritable défi, car tout n'est qu'incertitude. On ne peut pas savoir si on va trouver une paroi de falaise, ou un océan, ou un désert glacé. On ne le saura peut-être pas au moment du lancement. Donc il faut concevoir des engins pouvant survivre et fonctionner dans n'importe quelle condition. Au siège de la NASA, à Pasadena en Californie, une nouvelle génération d'ingénieurs est en train de réinventer la roue pour concevoir ces futurs engins. En matière d'exploration planétaire, on a commencé avec de gros robots, très stables, très solides. Et maintenant, on prend plus de risques. On essaye d'atteindre de nouveaux endroits, de rétrécir leur taille, de faire plus avec moins. Il y a un renfoncement idéal là-bas. Le genre d'endroit où d'autres robots ne peuvent pas aller. Certains de nos robots sont conçus pour grimper sur différentes surfaces. On a un robot griffe, doté de crochets pointus pour s'accrocher à une surface irrégulière, un peu comme un insecte ou un alpiniste sur une paroi. On utilise aussi l'électrostatique pour coller aux parois, comme quand on frotte un ballon gonflable sur sa tête et qu'ensuite il adhère au mur. Le biomimétisme retient aujourd'hui l'attention des chercheurs. Cette technologie s'inspire du vivant dans le choix de matériaux, de formes, de systèmes d'articulation. Les ingénieurs misent sur ce processus de design pour explorer minutieusement tous les terrains possibles d'une exoplanète. La nature a eu des milliards d'années pour évoluer. Elle a donc eu le temps d'essayer de nombreux modèles, et les meilleurs d'entre eux ont survécu. Ce n'est pas que nous voulions copier ce que la nature a fait, mais c'est une très bonne source d'inspiration. De petits robots légers, tout-terrain, aussi adaptés que des insectes, seraient peut-être la solution. Mais pour couvrir de grandes distances, il faudrait les jumeler à des engins volants plus rapides. Décollage des drones d'exploration. Départ, coordonnées GPS, 39,28 degrés nord, 76,60 degrés ouest. À l'échelle d'une planète entière, que faut-il chercher et dans quelle direction? Pour délimiter des zones de recherche pertinentes,
il faut revenir aux caractéristiques de la planète Minerva B. Cette planète gravite autour de Minerva, une étoile qui fait partie de la classe des naines rouges. Des étoiles bien particulières, 11 fois plus petites que notre Soleil. François Forget, planétologue au CNRS, nous éclaire sur les conditions de vie possibles à la surface d'une planète soumise au rayonnement d'une naine rouge. Pour une planète, être autour d'une naine rouge, ça peut avoir des avantages. Les naines rouges sont des petites étoiles qui se consument très doucement, ce qui fait qu'elles ont une durée de vie très longue, et puis elles évoluent très lentement. On peut rester autour d'une naine rouge pendant des dizaines de milliards d'années, par exemple. Par contre, il y a des inconvénients. Elles sont tellement peu lumineuses que pour être à la bonne distance de l'étoile et avoir des températures propices à l'eau liquide, il faut souvent être juste à côté, et les forces de gravité sont telles que, comme la Lune autour de la Terre, la planète risque de toujours présenter la même face vers l'étoile. Il y aura donc un côté jour permanent et un côté nuit permanent. Dans nos calculs, on montre que côté jour, sur une planète comme Minerva, eh bien, les nuages se forment, ont tendance à protéger le côté jour du rayonnement de l'étoile. Et puis, l'atmosphère est capable de transporter la chaleur du côté jour vers le côté nuit. Non seulement l'atmosphère, aussi peut-être des océans, ce qui fait que, eh bien, on peut avoir aussi bien de l'eau liquide côté jour qu'à la limite jour-nuit. Peut-être là, ce sera très confortable. L'endroit optimum pour trouver de la vie sur Minerva B pourrait être cette zone frontière entre le jour et la nuit. C'est à cette jonction qu'il y aura la plus forte probabilité de trouver de l'eau à l'état liquide. Rappelons-nous que sur Terre, c'est cette eau qui a offert les conditions essentielles au développement de la vie. Les recherches devront donc se focaliser sur toutes les zones aquatiques, des petites sources aux rivières et jusqu'aux océans, si tant est que Minerva B en possède. J'aime à penser que la vie se crée partout où les conditions sont favorables. La question à se poser est, qu'est-ce qui constitue ces conditions favorables ? Jonathan Lunin est planétologue à l'Université de Cornell aux États-Unis. Ses recherches portent sur la formation, l'évolution et l'habitabilité des planètes de notre système solaire. Les éléments essentiels de base pour l'existence de la vie sont l'eau liquide, les molécules organiques, comme le carbone qui est vraiment l'élément composite de base. Il a l'aptitude de se combiner à d'autres éléments de très nombreuses façons pour former les structures du vivant. L'énergie disponible, les minéraux et l'azote pour fournir les autres éléments nécessaires pour entretenir une activité chimique, pour générer des catalyses qui entraînent d'autres catalyses et d'autres structures, jusqu'à parvenir à la complexité d'une cellule primaire. Eau liquide, carbone, énergie, minéraux, voilà les trésors qu'il faudra identifier sur Minerva B. Dépose du Spider-Bot 3. Présence de sulfure, de méthane et de gaz carbonique. Température de l'eau, 120 degrés. Composés organiques inconnus détectés. Pour affirmer que nous avons trouvé une forme de vie sur une exoplanète, il faut un préalable.
que la communauté scientifique s'entende sur une définition du vivant. Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au Muséum d'histoire naturelle de Paris, nous en livre quelques clés. Le vivant est difficile en fait à définir, même si on le conçoit facilement, comme la notion de temps. On a du mal à formuler en fait une définition précise. Qu'est-ce que le vivant? Il y a 3 critères. Le premier, c'est l'autosuffisance. Une forme vivante, en l'occurrence, doit s'autosuffire à elle-même vis-à-vis du milieu externe. On arrive au deuxième critère, qui est l'apparition de la membrane. À partir du moment où la forme de vie développe une membrane pour s'isoler du milieu extérieur, on est bien dans une forme vivante. Et le troisième critère très important pour les généticiens, c'est la transmission d'un matériel héréditaire ou génétique. Sur Terre, ce matériel héréditaire est transmis par les molécules d'ADN ou bien d'ARN. Des molécules bien identifiées, mais qui ne sont peut-être pas la seule réponse à la transmission du vivant. Sur une planète, le chemin vers le vivant est forcément compliqué. Et nous essayons de comprendre comment, depuis les premiers éléments chimiques complexes, la première réplique d'un métabolisme que nous disons vivant, les choses ont évolué. Ce que nous ne savons pas encore, c'est si la chimie qui prévoit toute forme de vie sur Terre, soit l'ARN et l'ADN, est un cas unique, ou s'il existe d'autres systèmes chimiques qui mèneraient à d'autres formes de vie complexes. Dépose du Spider-Bot 7. Début de la procédure de scanning. Possibilité d'agglomérat biologique de type bactérien. Prélèvement d'échantillons pour analyse. Identifier de manière certaine un organisme vivant, qui ne sera pas forcément semblable à ceux que nous connaissons sur Terre, constituera la difficulté majeure de la mission interstellaire. Il faudrait inventer des instruments capables de dissocier l'inerte du vivant, et ce, quelle que soit la nature des organismes rencontrés. Ces outils, encore en gestation, pourraient s'inspirer d'une technologie développée à l'École polytechnique de Lausanne, par l'équipe du professeur Sándor Kazas. L'idée des ingénieurs consiste à utiliser un microscope à force atomique d'une façon très particulière. En général, cet instrument sert à analyser les détails d'une surface à une échelle jamais égalée. Une pointe, placée au bout d'un minuscule bras de levier, balaye une surface donnée. 2 lasers captent les mouvements de cette pointe et peuvent transcrire des mesures proches du millionième de millimètre. La précision est telle qu'elle permet d'étudier une surface à l'échelle de l'atome. Sándor Kazas et son équipe utilisent l'extrême sensibilité de cet appareil d'une toute autre manière. Ils déposent directement des échantillons sur la lamelle du bras de levier. Nous avons donc déposé des bactéries sur le bras de levier. Elles sont clairement visibles à la droite de la lamelle. Cette masse de bactéries est suffisante pour être repérée et analysée par notre instrument. L'opération est délicate. Le bras de levier doit être parfaitement paramétré pour que les lasers détectent les moindres oscillations. Pour mettre leur système à l'épreuve, les scientifiques ont réalisé des mesures sur le plus large éventail possible de micro-organismes vivants.
Nous avons constaté qu'indépendamment du type d'organisme que nous déposons, si cet organisme est vivant, il provoquera une oscillation du bras de levier. Les origines de cette oscillation ne sont pas bien connues pour le moment. Prenons l'exemple des bactéries ayant des flagelles, c'est-à-dire des membres qui leur permettent de se déplacer. Dans ce cas, on peut imaginer que c'est le transfert de mouvement entre les bactéries et la lamelle qui induit l'oscillation du bras de levier. Pour d'autres organismes tels que la levure ou les bactéries non mobiles, nous ne savons pas encore ce qui induit le mouvement. La vie posséderait donc une signature ondulatoire. Équiper notre lander d'exploration de ce type d'appareil permettrait d'identifier des organismes vivants. Et cela indépendamment de leur constitution. C'est important de garder en tête que ce système détecte des organismes vivants, indépendamment de toute signature chimique. Il n'est pas certain que la vie que nous détecterons dans un autre système, sur une autre planète, soit elle aussi basée sur du carbone. Envoie des données pour analyse. La vie telle qu'on la connaît sur Terre est basée sur du carbone. Est-ce que des formes de vie extraterrestres pourraient être basées sur autre chose, comme élément chimique? La question se pose effectivement. Certains imaginent pourquoi pas des extraterrestres à base de silicium. Le problème, c'est que le silicium est 10 fois moins important dans le milieu interstellaire que le carbone. Et puis, même s'il est tétravalent, c'est-à-dire qu'il est capable de se lier avec des molécules ou des atomes d'oxygène, les liaisons sont plus fragiles, plus instables. Donc, c'est peut-être statistiquement moins probable qu'une vie à base de carbone telle qu'on la connaît sur Terre. Début de l'analyse. Présence de matière organique basée sur le carbone. Comparaison avec la double hélice d'ADN terrestre. Matériel génétique probable. Si le carbone est à l'origine d'une forme de vie sur Minerva B, alors l'ADN que nous trouverons sur cette planète ressemblera certainement à l'ADN que nous connaissons sur Terre. Pour se constituer en molécules d'ADN, le carbone doit s'associer à d'autres molécules de carbone, et aussi d'oxygène, d'azote ou d'hydrogène. Il devient ainsi une sorte de squelette chimique à plusieurs combinaisons. Par le biais de molécules de sucre, il se structure ensuite en brins à double hélice. Trouver ce type de combinaison sur Minerva B reviendrait à confirmer une hypothèse. Les briques du vivant présentes sur Terre pourraient être d'origine extraterrestre. Quand on parle de la vie, l'apparition de la vie sur Terre, il y a la disponibilité de matériel qu'on appelle prébiotique, c'est-à-dire des molécules organiques relativement simples, mais qui, combinées entre elles, permettent de former les molécules complexes comme l'ARN ou l'ADN, comme nous les connaissons sur la vie telle qu'on la connaît. Des idées ont commencé à germer à ce sujet. Est-ce qu'une partie de cette matière organique peut venir de l'espace ? En mars 2004, l'Agence spatiale européenne lançait la sonde Rosetta. Elle avait pour mission de chercher la présence des premières briques du vivant au-delà de l'orbite terrestre. Elle était programmée pour atteindre la comète 67P, un morceau de glace et de poussière situé à 400 millions de kilomètres de la Terre
et se déplaçant à une vitesse de 60 000 km/h. La partie la plus délicate étant, bien sûr, de poser un atterrisseur sur cette comète pour analyser sa constitution. Le planétologue Nicolas Altobelli faisait partie de l'équipe de scientifiques chargée de cette mission. L'intérêt d'une comète, c'est un corps qui a atteint une certaine taille, qui se sont formés assez rapidement, donc qui ont été des témoins de la formation du système solaire à ses tout débuts, et surtout qui sont restés pendant des milliards d'années dans des zones très éloignées du Soleil, très froides. Elles ont été donc extrêmement peu changées. Leur matériel interne peut être considéré un petit peu comme une capsule historique de cette époque qui aurait très peu changé. Les comètes sont en quelque sorte les fossiles de la formation d'un système planétaire. Ce système est le fruit d'un immense nuage d'hydrogène et d'hélium. Sous l'effet de sa propre gravité, il s'effondre sur lui-même pour donner naissance à une étoile. Les gaz et les poussières résiduelles forment alors un disque qui va tourner autour de l'étoile. Dans ce phénomène d'accrétion, des corps s'agglomèrent et se mettent en rotation à l'intérieur du nuage. Animés par les forces de gravité, ils deviennent des planètes. Les comètes se forment au même moment, mais dans des régions plus éloignées de l'étoile, aux extrémités glacées du disque. La plupart d'entre elles sont éjectées du système. Mais certaines restent piégées par la gravité et se mettent en orbite autour de l'étoile. Elles peuvent alors entrer en collision avec les planètes tout juste formées. C'est ce qui est arrivé à notre planète Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. À peine constituée, elle a subi des pluies de météorites intensives, des éruptions volcaniques, des flux de rayonnement ultraviolet qui ont créé des conditions extrêmes peu propices à l'apparition de la vie. Pourtant, de ce chaos ont émergé des millions d'années plus tard des molécules complexes comme les acides aminés, les sucres, les phosphates, les éléments indispensables à l'apparition de la vie. Donc une idée, c'était d'aller voir sur une comète si on n'aurait pas conservé du matériel organique formé dans le milieu interstellaire. On a dit que les comètes, quand elles se sont formées, sont restées un petit peu dans un état figé qui n'a pas été modifié depuis des milliards d'années. Donc peut-être l'idée, c'était qu'elles ont incorporé le matériel organique qui était déjà présent dans le nuage moléculaire à partir duquel le système solaire a évolué. Le 12 novembre 2014, l'atterrisseur Philae s'apprête à se poser sur la comète 67P. Mais au moment du contact, il ne s'ancre pas au sol et rebondit sur la comète. Malgré tout, Philae parvient à faire d'importants relevés pendant une 60aine d'heures. On a récupéré la plupart des expériences scientifiques qui étaient prévues. On peut même dire que ce rebond, ça a permis d'obtenir des données de différents endroits de la comète. Des instruments de Philae et de Rosetta a vraiment montré que la comète contenait beaucoup de matériel organique, que ce matériel organique provenait très vraisemblablement du nuage moléculaire à partir duquel le système solaire s'est formé, et que ces comètes ont préservé ce matériel de façon intacte au fin fond du système solaire avant, à un moment, d'être précipitées vers l'intérieur du système solaire et donc d'avoir peut-être ensemencé la Terre avec tout ce matériel organique. Les données recueillies sur la comète 67P
ont permis d'établir que 40% de sa masse serait constituée de matière organique. Cette matière est composée de molécules à base de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Tous les éléments indispensables à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Reste à déterminer comment, dans cette alchimie de molécules, l'une d'entre elles a commencé à se reproduire. L'origine de la vie, le passage d'un procédé chimique complexe au premier métabolisme capable de se reproduire, est encore un mystère. Mais la bonne nouvelle, c'est que la résolution de ce problème n'est plus aussi difficile qu'elle ne l'était. Plusieurs études très sérieuses sont en cours, et j'ai bon espoir que d'ici 10 ou 20 ans, nous soyons en mesure de comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Et on en tirera deux choses. Cela nous indiquera s'il s'agissait d'un coup de chance très rare, ou s'il est probable que ce soit arrivé dans d'autres environnements, tels qu'il en existe sur des milliers d'exoplanètes. Exploration zone 3, terminée. Vie complexe, inexistante. Orientation des recherches vers la zone 4, limite jour-nuit. Vie organique complexe détectée. Analyse thermique et chimique. Organisme vivant de type végétal probable. La vie est-elle une exception dans l'univers ou est-ce un phénomène répandu mais que nous n'avons pas encore identifié? Cette question taraude les scientifiques, et depuis longtemps. La plupart des gens pensent que les choses sont soit vivantes, soit mortes. Mais cette transition, d'un état inanimé à un état animé, n'est-elle possible qu'en une seule étape ou par série d'étapes? Si elle est possible par une série d'étapes, alors l'état intermédiaire serait partiellement vivant. Vous me direz, au fond, c'est vivant ou ça ne l'est pas. Moi, je dirais, vivant signifie qu'il y a des cellules, qu'elles se reproduisent, qu'elles font ceci, cela, et qu'il faut tout ça pour être complètement vivant. Mais les chances que tout cela se soit produit d'un seul coup semblent pourtant infimes. On a donc peut-être eu un certain stade en premier, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à atteindre le stade où le vivant a été complet. Afin d'en retracer les étapes depuis les origines, le professeur John Sutherland s'intéresse au processus qui anime les cellules. Bien entendu, la cellule est bien plus que les éléments chimiques qui la composent. Une cellule qui vient de mourir les contient toujours. Il y a donc quelque chose qui l'énergise, qui la coordonne. Et on ne sait pas encore comment parvenir à cela, mais c'est notre objectif. Ici, on dépose l'échantillon dans un appareil qui va l'irradier avec de la lumière ultraviolette. On va ainsi simuler la situation de la Terre dans son état primitif quand il n'y avait pas encore de couche d'ozone et que sa surface était frappée par les rayons ultraviolets. En soumettant certains éléments chimiques aux ultraviolets, les chercheurs ont obtenu des sucres ou des acides aminés. À leur manière, ils ont su recréer les conditions du vivant.
On a découvert qu'on pouvait fabriquer tous les composants de la vie dans des conditions légèrement différentes. Quand on voit ça la première fois, c'est comme de la magie. Mais au fond, c'est moins difficile que ce que l'on pensait au départ. La chimie cellulaire est unique dans le sens où elle est auto-organisée. C'est-à-dire qu'une partie de la chimie à l'œuvre en contrôle une autre, qui d'une certaine façon contrôle la première. Comment les procédés chimiques vont-ils s'organiser si on laisse l'expérience tourner toute seule? C'est à cela que nous nous intéressons. Lorsque la Terre était toute jeune, l'environnement a créé lui-même la chimie qui a créé ses propres réactions. Et cela a mené à l'émergence du vivant. Il y a d'abord eu les comètes, porteuses des premières briques. Puis une succession de phénomènes climatiques, volcaniques et chimiques ont permis cet assemblage original vers la complexité, vers une vie organique. Ce concours de circonstances favorables à l'apparition de la vie sur Terre est-il un cas unique? Nous pouvons en douter. En 2015, le télescope ALMA, situé au Chili, détectait la présence de molécules organiques dans le disque protoplanétaire entourant une jeune étoile située à 455 années-lumière de la Terre. La chimie constitutive de la formation des étoiles et des planètes n'était donc pas propre à notre système solaire. Alors pourquoi ne pas croiser ces mêmes conditions, propices à l'émergence du vivant, sur une exoplanète? Et si la vie était un phénomène plus répandu qu'on ne le croit dans l'univers? Les biochimistes David Dreamer et Bruce Damer cherchent des réponses tangibles à ces questions. C'est sur le terrain que leurs expériences sont les plus prometteuses. Les sites géothermiques sont des laboratoires à ciel ouvert. Ils réunissent tous les facteurs favorables au passage de l'inerte au vivant. De l'eau, des composés gazeux, de l'ensoleillement. Ils forment un microcosme idéal pour expérimenter certaines réactions chimiques. Tout ce qui est vivant est en fait basé sur des polymères. Ils sont bien connus. L'ADN, l'acide nucléique est l'un de ces polymères. Les protéines, qui sont des acides aminés, en sont un autre. Ces deux polymères sont à la base de toute forme de vie. Nous prenons donc de petites molécules, des parties de polymères, qui s'appellent des monomères. Et nous les exposons à de l'énergie, telle qu'on la voit ici à Bhumpasel, pour voir combien d'énergie est nécessaire pour que ces monomères se relient entre eux, l'un après l'autre, jusqu'à former des polymères. Et si on arrive à fabriquer une molécule de type protéine et une molécule de type acide, et à mettre le tout dans un petit emballage, un compartiment, on sera sur le bon chemin. On appelle ça des protocellules. Pour essayer de générer cette protocellule, les biochimistes exposent des échantillons de molécules organiques à la vapeur d'eau et à l'énergie thermique des fumerolles riches en minéraux. Vous voyez que partout ici à Bhumpasel, l'eau sort, s'assèche, remonte, s'assèche à nouveau. C'est un cycle. Nous pensons que ce cycle a été très important dans le processus par lequel les polymères ont été synthétisés, puis se sont accumulés. Échec. La première expérience échoue, tout comme elle échouerait sûrement plusieurs fois sur une exoplanète comparable à la Terre. Temps d'exposition, proportion, température, il faut trouver le bon équilibre parmi des millions de possibilités. C'est une question de temps. N'oublions pas qu'il y avait sur la planète entière des quantités de masses de roches volcaniques, des quantités de flaques comme celle-ci, où la vie tentait d'émerger.
Pour la plupart, c'était l'échec. Mais il suffit que quelques protocellules soient parvenues à survivre et aient appris à se reproduire elles-mêmes. Certaines protocellules survivent et d'autres non. Et c'est un moteur, un véritable moteur pour le démarrage d'un système vivant. C'est un système viable capable de générer la vie. Ces zones hydrothermales, sortes d'incubateurs du vivant, sont-elles présentes sur d'autres planètes? C'est notre voisine Mars qui nous donne les premiers indices. Il y a 4 milliards d'années, elle possédait, elle aussi, de l'eau à l'état liquide et une intense activité volcanique. On a trouvé des traces de sites géothermiques en plusieurs points sur Mars. Sur les collines Columbia, l'un des rovers s'est approché de l'un des sites et ça a été une immense joie pour tous les géologues présents. On découvrait une ancienne source d'eau chaude sur Mars. Au cœur de ces geysers, Mars présente toutes les probabilités d'avoir un jour abrité la chimie du vivant. La planète n'a pas encore livré tous ses secrets. Ce même phénomène pourrait-il se combiner dans les fumerolles de Minerva B et réunir les conditions essentielles pour que des éléments chimiques s'organisent de manière autonome? C'est une des questions les plus importantes en sciences et philosophie. Ce que nous pouvons observer, c'est que tout est affaire de cycles, de rythmes. De rythmes et de modèles qui se chevauchent jusqu'à parvenir à une certaine harmonie. Et si on introduit le bon cycle et le bon modèle dans un système, il s'auto-organise. La Lune faisant le tour de la Terre nous a donné les marées. La rotation de la Terre nous a donné les jours et les nuits. Les pluies dans ces zones hydrothermales nous ont donné les geysers qui sont périodiques. Et la vie continue de suivre des modèles rythmiques. Voilà l'indice que nous avons. Tout est affaire de ces périodicités, de ces rythmes. Et c'est donc peut-être une sorte d'harmonie universelle qui crée la vie. Tout est question de rythme et de combinaisons harmonieuses. La communauté scientifique s'accorde à dire que la vie peut avoir surgi ailleurs dans l'univers, ou qu'elle le fera demain, ou après-demain. Présence de plaques fossiles. Tentative de reconstitution. Possibilité 1, créature terrestre. Possibilité 2, créature marine. Si la vie est bien présente sur Minerva B, comme ce récit aime à l'imaginer, quel serait son stade d'évolution? En nous posant sur son sol, sommes-nous prêts à rencontrer une vie extraterrestre évoluée et intelligente? Il nous reste tant d'endroits à explorer. Cette rencontre possible avec une nouvelle forme d'intelligence posera à l'humanité de nouveaux défis. Nous ne serons plus seuls. Et c'est notre place dans l'univers qui s'en trouvera bouleversée.